Alors, je lui ai pas dit: «J'ai pas le temps» et je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression: «J'ai pas le temps». Quelqu'un dans la salle a déjà entendu cette expression? Très rare, hein? Bon, apparemment je suis pas le seul. Donc, j'ai pas le temps, j'aimerais juste qu'on se prenne 10 secondes ensemble. 10 petites secondes, c'est pas grand-chose, et que mentalement on essaye de répondre à cette question. À votre avis, qu'ont répondu les Français à cette question? On leur a posé, c'est un sondage. Si vous avez un jour plus de temps libre, à quelle activité préférez-vous le consacrer? Avez-vous des idées dans la salle? La cuisine, dormir, faire l'amour, rien faire, voyager. Ça y est, je m'arrête là. C'est bon, merci beaucoup, hein. Donc, voyager. 40% des Français répondent voyager. Un jour. Et cette question, j'aurais pu la poser à mes collaborateurs, mais j'étais pas sûr du résultat. Ça m'étonnerait que 40% de mes collaborateurs disent « C'est bon patron, tu peux y aller, prends-toi un an et pars voyager ». Et pourtant, le vendredi, je me souviens, c'était le vendredi 28 septembre 2007. On était dans une salle de séminaire qui était trop grande, on manquait d'intimité et d'une façon très naturelle, on s'est regroupés dans cette salle, au milieu de la salle, et on s'est tous assis en arc de cercle. Et là, je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à partager mon rêve de partir voyager un an autour du monde à la rencontre des peuples premiers? À 20 ans, j'ai deux rêves qui se télescopent. J'ai envie de partir voyager et en même temps, j'ai envie de créer une entreprise. Je m'inscris à Médecins du Monde, je n'ai pas trop d'argent et je me dis, bon, c'est bon, je vais d'abord aller voyager, c'est plus logique. Et finalement, on sortait de l'école de commerce et un prof nous incite à monter notre projet. On avait fait un projet dans le cadre d'une junior entreprise et il nous dit, allez, on y va. Le problème, c'est qu'il n'est jamais parti, lui. Nous, ça fait 25 ans qu'on y est. Et ce projet-là, de partir autour du monde, bah, je le remettais toujours. Parce qu'au début, vous savez, une création, c'est difficile. Mais finalement, chaque budget rattrapé et ce rêve que j'avais s'éloignait. Jusqu'à cette fameuse annonce de 2007. Et cette annonce, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Elle me brûlait les lèvres et j'ai eu beaucoup de mal. Et je ne pouvais pas l'imaginer chez nous, en dehors d'un séminaire. Parce que le séminaire, dans notre société, c'est quelque chose de magique et c'est un moment sacré. C'est un moment, il n'y en a pas d'autre comme ça, où on a un vrai partage. On va même plus loin, on sort souvent de notre zone de confort, on imagine des choses pas possibles. Pour preuve, le tournage d'un film, La Guerre du Feu, on a fait la parodie de La Guerre du Feu, là c'est mon équipe hein, derrière. Bon, pas au complet, mais... Et on était en pleine forêt de Guebwiller, hein, c'est pas loin d'ici. Et on s'est amusé comme des fous, il faisait froid en plus, hein, c'était fin septembre. Et à la sortie de la forêt, on a rencontré les gendarmes qui étaient assez surpris de nous voir si peu vêtus. Je suis presque au départ au jour J et je déjeune avec Yannick, un ami que j'adore. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas déjeuner avec lui. Il me dit, mais Philippe, mais tu te rends compte, tu es fou. Ta femme quitte son boulot, parce qu'elle quitte effectivement son boulot. Tu déscolarises tes enfants. Tu loues ta maison à un inconnu. Tu cèdes ton portefeuille client historique à un directeur d'études junior. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez dormir. Tu n'as pas de téléphone satellite. Et la dernière question pour me rassurer, et là j'étais fini. Philippe, est-ce que tu t'es fait enlever l'appendice? Le jour J, je vais vivre mon rêve. Ça fait 23 ans que j'y pense. Je pars avec ma famille, mon appendice sous le bras, dans l'idée d'aller rencontrer les premiers habitants de chaque pays. Parce que je pense qu'ils ont un message important à nous donner.
Mais avant, vous pensez bien, là je ne suis pas encore dans le voyage, parce qu'il faut le préparer ce voyage, et vous pensez bien, on est une équipe très soudée, vous avez vu le séminaire, hein, ça crée des liens, hein. Mais quand même les gens commencent à avoir peur, à angoisser, il y en a même qui pensaient que l'entreprise allait s'écrouler. On avait quand même déjà 23 ans d'existence, et il y en a qui sont allés jusque-là. Donc finalement, le changement génère très rapidement des peurs, mais il peut générer aussi de l'innovation et des idées nouvelles. Et on s'est dit, ben, on va bosser là-dessus, on va se prendre un an, on a le temps, et on va que travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Moi, rapidement, je suis allé les voir individuellement pour recueillir toutes les attentes individuelles. Et on a surtout travaillé ensemble pour imaginer une organisation différente, déléguer plus rapidement, et finalement, on a grandi beaucoup plus vite. Déjà pendant cette première année, on a forcément grandi plus vite. On est allé quand même rapidement voir les clients pour expliquer un peu le projet. Alors je dis ça parce que c'est moi qui avais le portefeuille un peu historique, entre guillemets, de la société. Donc on est allé rapidement côté client pour un peu les rassurer. Au début, ils étaient un peu surpris de la démarche un peu singulière. Et très rapidement, ils se sont appropriés le projet. Il y en a même qui l'ont partagé, ce projet. Notre première rencontre, on va aller voir les Indiens Mayas au Chiapas. Là, on est au Mexique, hein, dans le sud du Mexique. Et on va voir un homme qui s'appelle Sergio. Et Sergio, c'est un de ces hommes qui est passeur d'espoir. Moi, j'appelle ça des passeurs d'espoir. Ça fait 40 ans qu'il intervient auprès des Indiens. On le prénomme Yokshi, c'est pattes de cerf, parce qu'avant, maintenant plus, mais avant, il y allait en marchant dans la forêt. Il allait voir ces petits villages dans la montagne. Et il soigne. Et on va l'accompagner. On va voir José, qui s'est grièvement brûlé à la jambe. Et Sergio, ça fait des mois qu'il vient tous les jours faire des soins quotidiens. Il a sauvé sa jambe et il me prend en apartheid et il me dit, tu sais Philippe, le plus important pour le malade, c'est la confiance. Il faut que j'ai la confiance du malade, c'est 50% de sa guérison. Et tout de suite, je pense et je me dis, tiens, effectivement, toute l'année de préparation qu'on a faite, elle était indispensable parce que le jour J de mon départ, on était tous en confiance. On était prêts. Après, on se dit, on pensait communiquer, je me dis, je vais quand même garder un lien avec l'entreprise, on va essayer une réunion Skype mensuelle, mais ce n'était pas possible, c'était trop difficile. Vous pensez bien qu'en pleine forêt amazonienne, par exemple, là, il n'y a plus de communication. Là, vous vous laissez aller, vous êtes hors du temps, parce que vous êtes dedans. Là, il n'y a plus d'environnement, hein, vous êtes dans la forêt. Et quand on se laisse aller, on revient sur de l'instinct, des choses instinctives. Et là, le moment présent, croyez-moi, on le vit à fond, surtout quand la chasse est mauvaise et que vous avez faim. Et les enfants derrière, ah bah tiens, on a faim aussi, ouais, parce qu'on a 2 enfants en plus, 7 ans et 9 ans. Et on a eu la chance d'être chez Don Sabino. Don Sabino, c'est le chaman de la communauté Sarayaku, en pleine forêt amazonienne en Équateur. Et il nous dit, chez nous, le plus important, c'est de penser les choses ensemble. Avant de les réaliser, on les pense ensemble, on les réalise ensemble, et en plus, on les ritualise ensemble. Voilà la parole de Don Sabino, chaman de la communauté. On n'a jamais eu peur pendant tout ce voyage, sauf la dernière étape. La dernière étape consiste à traverser le royaume du Mustang. C'est un petit royaume qui est situé entre le Népal et le Tibet, pour vous donner une idée géographique. Il a été interdit très longtemps aux étrangers, jusqu'en 1993. Et là, on a la chance de pouvoir y aller parce qu'il est ouvert, mais il est quand même limité à peu près à 900 personnes par an. Et on n'a pas dit aux enfants, mais on va marcher on leur a dit après, mais on va marcher 6 à 8 heures par jour. Et on est à peu près entre 3000 et 4500 mètres. Alors comment on fait avec les enfants? On les challenge. Et surtout, ce qu'on fait, on place vraiment toute notre confiance en eux. On prend 2 chevaux quand même dans la caravane. Pas une 2 chevaux, hein, 2 chevaux. Parce qu'au Mustang, hein, on n'a pas le choix.
au cas où. Et vous savez quoi, les enfants, par fierté, ils vont pas monter. Aucun ne montera sur un cheval. Et ce sont les plus jeunes enfants étrangers à avoir traversé le Mustang. Yanis, les 5 premiers jours de marche, a eu un problème. Il a une diarrhée aiguë, il ne s'alimentait plus. Alors, quand vous êtes là-haut, c'est pas forcément évident. Et on a eu la chance de rencontrer, c'est toujours la chance des rencontres. Bon, là, vous en avez plusieurs. Ce que je voulais juste dire, c'est que le voyage est une succession de rencontres. Et la seule chose qui changeait chez nous, c'était la pousse des cheveux. Mais sinon, le reste, rien ne changeait, hein. C'était identique. Et j'ai juste un peu perdu le fil parce que je voulais revenir sur ce médecin Amchi. C'est un médecin Amchi, un lama, qui a soigné Yanis, vous savez, à base de quoi? Il lui a donné des petites boulettes à base de 24 plantes et d'urine de yak. Et Yanis, c'était le premier de cordée après, et on n'a eu aucun problème. Voilà, donc on a finalement réalisé notre rêve. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine fierté familiale, parce que c'était aussi un défi familial. Une cohésion forcément accrue. Encore aujourd'hui, hein, on en discute, peut-être pas vis-à-vis de l'extérieur, parce que parfois c'est pas trop compris, mais en tout cas les enfants en discutent beaucoup, on en discute beaucoup entre nous. Et l'atterrissage, ça c'est une partie importante. Les enfants, ils reviennent, J+1, ils sont dedans, aucun problème. Nous les adultes, ça cogite, ça réfléchit, on met du temps. Alors moi professionnellement, il fallait que je retrouve mes marques, j'ai 2 associés, donc il fallait que je reprenne un peu le périmètre. Alors, chose intéressante, on avait un projet de création d'une 2e société avant de partir. Bon, on l'a créé plus rapidement pour que chacun retrouve bien ses marques. Ça fait 25 ans que je fais le métier et je reviens et j'ai plus suffisamment de sens, j'ai plus assez de valeur. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est pas possible. Donc j'en parle et je propose une nouvelle vision. Je dis, et donc on est un institut d'études marketing, et je leur dis, bah, écoutez, finalement, ce que je vous propose, c'est de ne plus produire des tableaux ou des graphiques. On va faire différemment, on va repenser notre métier, on va repenser les choses qu'on fait depuis 25 ans. Et ensemble, on reprend les choses, on modifie notre approche au niveau déjà du client dans l'accompagnement en amont, on réorganise complètement notre façon de travailler et on livre un produit ou un service, entre guillemets, qui a beaucoup plus de valeur et de sens aujourd'hui. Le bilan d'un point de vue financier, quand je suis parti, on a fait plus 15 sur un marché qui a fait moins 3. Pas mal, je peux repartir. Et là, le bilan encore plus intéressant, c'est que finalement, on est sorti de notre zone de confort pour en chercher une beaucoup plus grande. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bien-être dans l'entreprise qui est beaucoup plus grand. Et donc, j'ai un peu gardé tout ça en moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps où on a invité, dans le cadre d'une association, on a invité ce fameux médecin Amchi à venir en France. Donc il est venu à Strasbourg. Donc ça a été une semaine extraordinaire. On a fait beaucoup de visites, beaucoup de conférences avec un élan magnifique. Et je demande à Tenzin, je lui demande, mais ici en France, finalement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, le plus marqué? Il me dit, ce qui m'a le plus marqué chez vous, c'est que vous mettez toujours, entre les individus, vous mettez toujours une machine entre les deux. Et la machine qui l'a le plus marqué, c'est le robot à traire les vaches. Ça, c'était quelque chose qui l'a vraiment presque choqué. Et moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est qu'il avait un côté empathie, mais d'un naturel extraordinaire. On était sur le parvis de la cathédrale à Strasbourg, et il disait bonjour à tout le monde. Donc il s'éparpillait, il allait chez tout le monde, il avait besoin de sentir, de ressentir. Et je me suis dit, tiens, combien de temps finalement dans notre entreprise on se prend pour partager, pour échanger avec nos collaborateurs? Combien de fois on n'a pas la tête dans le guidon ou dans la crise? C'est un peu toujours le slogan, toujours plus de progression, toujours plus de performance. Et je me suis dit, tiens, mais si on transformait simplement ces 3 P en pensée positive permanente? Pourquoi ne pas le faire tout de suite?
c'est facile et ça ouvre des portes énormes. Et cette réflexion m'a fait penser à la parole du chaman en forêt amazonienne qui m'a dit « Mais où vous voulez aller plus vite ?» Alors je ne sais pas, vous, où vous voulez aller plus vite. En tout cas, après cette aventure, je suis convaincu d'une chose, c'est pour que le progrès soit partagé, il faut qu'on le vive ensemble, il faut qu'il soit vécu ensemble. Un progrès fait ensemble, ce n'est pas suffisant. Et je me dis que quelque part, une dose de rêve peut amener beaucoup de choses. Donc pour conclure, j'aurais tendance à vous dire, rêvons ensemble et nous pourrons progresser ensemble. Merci à vous.